Pendant la Seconde Guerre mondiale, se déroulaient sur le front de l'Est les plus grandes batailles de chars de l'histoire. S'y affrontaient des milliers de blindés dont les combats décidaient du sort d'armées entières et de pays. Lorsque l'Allemagne nazie attaqua l'Union soviétique en 1941, ces divisions blindées écrasèrent initialement tout ce qui se dressait sur leur chemin. Le plan Barbarossa comptait sur l'écrasement de l'URSS en quelques semaines et progressait initialement selon le plan. Les chars allemands, Panzer III et Panzer IV, soutenus par des centaines de Panzer II plus légers et de véhicules blindés, détruisaient sans grande difficulté des centaines de machines soviétiques obsolètes de type BT-7 ou T-26. La stratégie allemande de guerre éclair, Blitzkrieg, fonctionnait parfaitement. Les coins blindés pénétraient des dizaines de kilomètres par jour dans la profondeur du territoire, encerclaient les armées soviétiques et causaient le chaos. Il semblait que rien ne pouvait arrêter l'attaquant. Mais bientôt la situation changea dramatiquement. Sur le champ de bataille apparut un nouveau type de char soviétique qui causa un choc aux commandants allemands. C'était le légendaire T-34, char moyen qui devint la terreur de la Wehrmacht. On écrit l'été 1941 et la Wehrmacht allemande déferle profondément en territoire soviétique. Jusqu'alors, les corps blindés allemands écrasaient sans grande perte tout ce qui se dressait sur leur chemin. Les Allemands sont convaincus qu'ils disperseront facilement les unités blindées soviétiques, de même qu'ils avaient écrasé la France l'année précédente. Ils ne se doutent cependant pas que dans les profondeurs de l'URSS attend son engagement au combat une génération entièrement nouvelle de chars qui infligera bientôt une cruelle leçon aux attaquants. Les premiers rapports sur d'étranges chars soviétiques résistants apparaissent mois de juin 1941. Les soldats allemands rapportent qu'après leur tir, les chars d'Ivan, comme ils surnomment les machines soviétiques, continuent d'attaquer, comme s'ils étaient faits d'un acier plus fort que celui qu'ils connaissaient jusqu'alors. Il se révèle bientôt que les soviétiques ont engagé le nouveau char moyen T-34 et le char lourd KV-1, contre lesquels les armes anti-chars allemandes existantes sont presque impuissantes. Au total, les soviétiques disposaient en juin 1941 d'environ 1000 chars T-34 et de moins de 500 exemplaires de lourds KV-1 répartis dans plusieurs corps blindés. Les canons anti-chars allemands de calibre 37 mm rebondissent impuissamment sur le blindage incliné du T-34 sans le percer. Imaginons une scène typique des premiers jours de l'invasion. Une section anti-char allemande tire une salve de canane de 37 mm sur un char soviétique qui approche. Coup au but. Mais l'obus rebondit simplement sur la plaque frontale du T-34 et ne laisse qu'une rayure insignifiante. Le blindé soviétique avance sans s'arrêter. Son moteur diesel rugit. Autre coup du canon allemand, encore inefficace. Un instant plus tard, le T-34 riposte. Un seul tir de son canon de 76 mm et le canon anti-char est détruit avec son équipage. Les soldats allemands restants reculent sous le choc. C'est exactement de telles scènes que décrivaient-on les témoignages des premiers affrontements, le sentiment d'impuissance face aux nouveaux chars soviétiques. Les canons anti-chars allemands de calibre 50 mm et les canons courts de 75 mm des chars Panzer IV se révèlent insuffisants, sauf s'ils touchent le T-34 à bout portant ou par l'arrière. Selon l'un des premiers rapports du front, un char allemand Panzer IV avec un canon court de 75 mm ne pouvait détruire un T-34 qu'en le touchant par l'arrière dans la partie moteur à travers la grille du radiateur. Le blindage frontal restait infranchissable. Il n'est pas étonnant que parmi les tankistes allemands commence à se répandre le respect et même une certaine nervosité face à la nouvelle arme soviétique. Particulièrement célèbres devinrent les mots du maréchal allemand Ewald von Kleist, qui, après la rencontre avec le T-34, déclara que c'était le meilleur char du monde. De même, l'officier allemand et futur historien militaire Friedrich von Mellenthin se souvenait que nous n'avions alors rien qui puisse s'y comparer. Ces reconnaissances élogieuses de la part de hauts commandants allemands parlent d'elles-mêmes. Le nouveau T-34 soviétique s'était immédiatement forgé une réputation d'adversaire redoutable. Certains officiers allemands croyaient même initialement que les soviétiques devaient obtenir ces chars d'ailleurs, car ils ne croyaient pas que l'URSS puisse produire elle-même une machine si moderne en si grande quantité.
Ils devaient cependant bientôt apprendre la vérité à leurs dépens. L'un des premiers grands tests vint au tournant de juin et juillet 1941 dans la région de Dubno et Brody, en Ukraine occidentale. Là, plusieurs corps mécanisés soviétiques tentèrent d'arrêter l'avance de l'ennemi par une contre-attaque désespérée. Dans ces batailles, les Soviétiques engagèrent pour la première fois massivement les T-34. Bien que l'armée rouge perde la bataille, et la plupart de ses chars, principalement à cause du chaos, de la mauvaise communication et des attaques aériennes de la Luftwaffe, les commandants allemands furent surpris par la ténacité de plusieurs dizaines de machines soviétiques modernes. Par exemple, le 15e corps mécanisé rapporta la destruction de 43 chars allemands en quelques jours seulement au prix de ses propres pertes de plusieurs T-34 et KV lourds. C'était pour les Allemands un bilan inhabituel qui suggérait qu'ils faisaient face à quelque chose d'extraordinaire. Ces succès isolés ne renversèrent certes pas le déroulement catastrophique global de la première phase de guerre pour les Soviétiques, mais furent le présage d'un changement du rapport de force. Le tournant décisif dans la conscience du T-34 eut lieu en octobre 1941, près de Mtsensk, non loin d'Orel. Là se déroula une histoire digne d'un roman militaire. Une brigade blindée soviétique sous le commandement du colonel Mikhail J. Katukov tendit un piège à la 4e division blindée allemande qui avançait. Dans un terrain approprié, plein de bosquets et de vallées, les Soviétiques laissèrent les Allemands entrer dans le piège. Quand les chars allemands furent coincés sur une route étroite, les T-34 de l'unité de Katukov attaquèrent soudainement depuis leur cachette. Une fusillade acharnée s'engagea. La colonne blindée allemande, dans laquelle se trouvaient aussi des Panzer IV plus lourds, se retrouva sous un feu nourri. Les 34 soviétiques utilisèrent leurs canons puissants et leur blindage frontal résistant. Ils pénétrèrent sur le flanc de la colonne, manœuvrèrent rapidement et mitraillèrent l'un après l'autre plusieurs chars allemands. Les Allemands pris au dépourvu, menés par le colonel expérimenté Wilhelm Eberbach, subirent près de Mtsensk une défaite inhabituelle. Les tankistes de Katukov disparurent dans le crépuscule naissant aussi rapidement qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux des épaves en flammes. Cet épisode eut un énorme retentissement. Pour la première fois depuis le début de l'invasion éclair, l'as blindé allemand Eberbach était contraint de reculer avec de lourdes pertes. Il essaya d'excuser le résultat en disant que les Soviétiques avaient une supériorité technique, les supertanks T-34 contre lesquels les machines allemandes n'avaient soi-disant aucune chance. Le général Heinz Guderian, commandant du 2e groupe blindé allemand, sous-estimait d'abord lui-même les T-34 et les qualifiait de « produits bolcheviques arriérés typiques ». Après les rapports de Mtsensk, il changea cependant d'avis. Dans ses mémoires, il admit que les rapports sur l'engagement au combat des chars russes furent pour les Allemands extraordinairement accablants. Nos armes anti-chars d'alors ne pouvaient agir efficacement contre les chars T-34 que dans des circonstances extraordinairement favorables. Par exemple, notre char Panzer IV, avec son canon court de 75 mm, ne pouvait détruire un T-34 qu'en le touchant par l'arrière dans le moteur à travers les grilles de jalousie. Guderian proposa même que les Allemands copient au plus vite la construction du T-34 et produisent eux-mêmes une machine similaire, tant cette expérience l'avait impressionné. Le réveil soudain du commandement allemand conduisit à l'envoi d'une commission spéciale au front qui devait examiner le nouveau char soviétique. Encore en novembre 1941, arrivèrent des techniciens allemands au secteur central du front pour examiner des T-34 capturés. Leur conclusion fut sans équivoque. L'Allemagne doit développer son propre char aussi performant, sinon elle risque de perdre sa supériorité actuelle. Tel fut l'impact de la première année d'affrontement avec le T-34 sur le moral et les plans de la Wehrmacht. Au premier regard, le T-34 ne paraissait peut-être pas aussi terrifiant que les gigantesques tigres allemands. Sa silhouette était plus basse et élégante, avec les contours lisses d'une tourelle arrondie et un design simple et fonctionnel. Il avait une peinture vert-olive, en hiver souvent repeinte en camouflage blanc, et sur la caisse des étoiles rouges ou des inscriptions de combat, comme « Pour Staline ». Sous cette apparence extérieure relativement discrète se cachait cependant une série de solutions révolutionnaires qui firent du T-34 la terreur de l'ennemi. Pour comprendre le succès du T-34, nous devons regarder sa naissance et ses avantages techniques.
Ce char ne naquit pas du jour au lendemain. Il fut le résultat de plusieurs années d'efforts des constructeurs soviétiques pour créer une machine universelle qui combinerait la force et la résistance d'un char lourd avec la mobilité de machines plus légères. À la fin des années 30, se déroulait dans le monde un développement rapide de la technique blindée et l'Union soviétique, instruite par les expériences des combats de la guerre civile en Espagne et des escarmouches avec le Japon à Khalkhin Gol, 1939, cherchait un remplaçant à ces chars obsolètes. Un groupe de constructeurs dirigé par l'ingénieur talentueux Mikhail Kochkin dans l'usine de Kharkov numéro 183 reçut la tâche difficile: créer un nouveau char moyen qui aurait un canon puissant, un blindage résistant, une vitesse élevée tout en restant relativement léger et simple à produire. Le résultat de l'équipe de Kochkin fut un prototype désigné A34, plus tard renommé T-34, d'après l'année 1934, quand furent déposées les bases du projet. Le prédécesseur du T-34 était la série de chars rapides à chenilles BT, mais le nouveau modèle alla beaucoup plus loin. En 1940 sortirent de la chaîne les premiers exemplaires, et immédiatement au printemps 1940, ils partirent pour un essai de route sans précédent. Les prototypes T-34 parcoururent maintenant des centaines de kilomètres de Kharkov à Moscou et retour par leurs propres moyens pour prouver leur fiabilité. Cette course audacieuse, que Kochkin dirigea personnellement, éblouit la direction soviétique. Il se révéla que le nouveau char pouvait surmonter de grandes distances, était rapide et sa construction supportait même un traitement brutal. Et ainsi, le T-34 fut officiellement introduit dans l'armement de l'armée rouge au printemps 1940. En quoi donc le T-34 différait-il des autres chars de son époque? La première chose qui frappa tout le monde fut le blindage incliné. Jusqu'alors, les chars avaient habituellement des plaques de blindage verticales. Le T-34 utilisa le principe du blindage frontal, incliné selon un angle, ce qui augmentait considérablement son efficacité. La plaque frontale de la caisse du T-34 avait une épaisseur d'environ 45 mm, ce qui ne semble peut-être pas beaucoup, mais grâce à l'inclinaison prononcée, elle pouvait résister à des coups étonnamment forts. Les obus des canons ennemis glissaient sur la surface oblique et rebondissaient. Les tireurs anti-chars allemands découvraient avec horreur qu'un coup même à courte distance ne menait souvent pas à la perforation du blindage. Bien sûr, plus tard apparurent des armes plus puissantes, comme le redoutable canon anti-aérien allemand de 8,8 cm, le fameux 8-8, qui pouvait là percer le blindage du T-34 comme du beurre. Mais en 1941, de telles armes n'étaient pas courantes en première ligne. Le blindage incliné devint d'ailleurs rapidement une inspiration pour d'autres constructions. L'équipe allemande qui examina un T-34 capturé nota que les futurs chars devaient avoir un front oblique, car cela fournissait une bien meilleure protection, même sans épaisseur extrême, des plaques de blindage. Le deuxième avantage clé du T-34 était son armement. La version précoce, T-34/76, portait un canon de calibre 76,2 mm, type F-34, qui était extraordinairement efficace pour un char moyen de cette époque. Ce canon pouvait détruire n'importe quel char allemand de 1941 à distance de combat normale, et pas seulement les chars. Il menaçait aussi les bunkers et les positions anti-chars, tandis que les Panzer III allemands n'avaient à cette époque que des canons de calibre 50 mm, et les Panzer IV des obusiers courts de 75 mm. Le nouveau char soviétique tirait avec une vitesse plus élevée et une trajectoire plus plate. Un coup précis suffisait, et même un canon anti-char bien camouflé pouvait être mis hors de combat. La puissance du canon du T-34 obligeait les soldats allemands à prendre cette machine mortellement au sérieux. Ce n'était plus un char en papier auquel il suffisait d'esquiver ou de l'arroser de balles de mitrailleuse. Non moins importante était la mobilité. Le T-34 était équipé d'un puissant moteur diesel, 12 cylindres V2 d'une puissance d'environ 500 chevaux, fabriqué en alliage d'aluminium, ce qui était une nouveauté technologique. Grâce à cela, le char pesant environ 26 tonnes atteignait sur route une vitesse jusqu'à 50 km/h et en terrain se déplaçait plus vivement que la plupart des homologues allemands. Le diesel soviétique avait de plus deux avantages cruciaux. Il utilisait du gazole, qui est moins inflammable que l'essence,
carburant des chars allemands, et démarraient plus fiablement par grand froid. Sur le front de l'Est, où les températures en hiver tombèrent profondément en dessous de zéro, les moteurs diesel du T-34 se révélèrent de plus résistants au gel que les moteurs à essence des machines allemandes. Les tankistes allemands admiraient de comment les T-34 démarraient même dans la tempête de neige, alors qu'ils devaient en hiver allumer des feux sous leurs chars pour réchauffer l'huile dans les moteurs. La preuve de cet avantage fut aussi la bataille de Moscou, au tournant des années 1940 et 1/42, tandis que de nombreux chars allemands furent mis hors service par le gel cruel et les carburants gelés. Les T-34 soviétiques purent se déplacer et soutenir avec impact les contre-attaques. Dans la neige profonde, leurs chenilles firent leurs preuves, tandis que les machines allemandes s'enlisaient. Grâce aussi à ces facteurs, l'armée rouge réussit devant Moscou à arrêter et repousser la Wehrmacht, pour laquelle ce fut la première amère défaite du Blitzkrieg. À la mobilité contribuaient aussi les larges chenilles du T-34. Le terrain en Union soviétique était traître pour la technique blindée. Pendant la période de boue printanière et automnale, Rasputitsa, les chars s'enfonçaient dans le sol détrempé. En hiver, ils s'enfonçaient dans la neige profonde. Le T-34, cependant, grâce aux larges chenilles et aux châssis robustes, Christie pouvait passer là où les chenilles plus étroites des chars allemands s'enfonçaient. La suspension de type Christie, grand ressort hélicoïdaux disposé horizontalement, permettait une conduite rapide en terrain sans que l'équipage dans la cabine s'épuise complètement par les secousses. Les chars soviétiques pouvaient ainsi effectuer des manœuvres surprenantes. Par exemple, contourner les positions allemandes par un terrain où l'ennemi n'attendait pas d'attaque et frapper par le flanc ou l'arrière. Il faut mentionner que le T-34 était loin d'être une machine parfaite. Il avait aussi des faiblesses qui tourmentaient ses équipages. Notamment les versions précoces souffraient de pannes de boîte de vitesse. Passer les vitesses était difficile et les engrenages se cassaient souvent. Les conducteurs de chars T-34 dans les premières années de guerre se souvenaient qu'ils préféraient choisir un rapport de vitesse avant le combat et ensuite essayer de tout le combat rouler dessus, plutôt que de devoir changer de vitesse pendant les manœuvres et risquer un blocage. De plus, beaucoup des premiers T-34 n'avaient pas de poste radio, si bien que les commandants de section devaient donner des ordres par drapeau depuis l'écoutille, ce qui était extrêmement peu pratique et dangereux au combat. La tourelle de commandement avec périscope était petite et la vue depuis le char limitée. Le commandant avait donc une moins bonne vue d'ensemble de la situation que dans les chars allemands, qui avaient une optique de qualité et des viseurs panoramiques. L'équipage de tourelle à 2 hommes, commandant en même temps tireur, était surchargé de tâches, tandis que les Allemands utilisaient déjà en standard des équipages de tourelle à 3 hommes, commandant, tireur, chargeur, ce qui améliorait la coordination. Et enfin, le traitement des premières séries de T-34 était grossier. Les spécialistes occidentaux qui testèrent à l'automne 1942 un T-34 capturé au polygone d'Aberdeen, USA, émirent une série d'observations critiques, ergonomie défaillante, installations électriques étincelantes, fuites par lesquelles l'eau pénétrait dans le char par temps de pluie ou plaques de blindage mal soudées. Selon leur rapport, l'exemplaire testé devint impraticable après avoir parcouru seulement 343 km et une réparation ultérieure était impossible. Ces problèmes témoignaient des conditions tendues de la production soviétique en 1941. Les chars sortaient des chaînes en temps record et la qualité d'exécution devait souvent passer au second plan. Survivre au combat dans un T-34 n'était rien de facile, même pour l'équipage lui-même. À l'intérieur régnaient des conditions extrêmes, espace confiné, bruit assourdissant du moteur et des tirs, températures élevées du moteur et des douilles brûlantes. Lors du tir du canon, l'onde de pression secouait tout le char et de la bouche entrait dans la tourelle des gaz étouffants. Les tankistes étaient souvent couverts de poussière et de suie après de longues heures de combat littéralement à bout de force. Pourtant, la plupart des équipages ne laissaient personne critiquer leur machine. Ils l'appelaient affectueusement 34e ou simplement T, et croyant qu'elle les protégerait et les ramènerait à la maison vers la victoire grâce à son blindage et sa vitesse. Important cependant est qu'aucune de ces faiblesses ne compensait les plus essentielles du T-34. Il avait l'essentiel, canon puissant, blindage suffisant, vitesse élevée, et tout cela dans un emballage moyennement lourd et relativement bon marché.
Sa construction était de plus simple et fonctionnelle. Par rapport au mécanisme complexe de certains chars occidentaux, le T-34 était robuste et facilement réparable dans les conditions de campagne. Si l'Union soviétique avait un char qui pouvait faire face à la Panzerwaffe nazie, c'était justement le T-34. Depuis les premiers jours d'engagement du T-34 ne s'étaient écoulés que quelques mois, et les deux camps cherchaient fébrilement des tactiques pour vaincre. Les tankistes soviétiques se rendirent compte qu'ils avaient entre les mains une machine qui surpassait la plupart des chars allemands de 1941. Les équipages allemands adaptèrent aussi rapidement leurs procédures pour se débrouiller d'une manière ou d'une autre avec la menace du T-34. À quoi ressemblèrent donc les affrontements entre les 34 et les unités blindées allemandes dans les différentes phases de la guerre? En 1941 et au début de 1942, la situation était paradoxale. Le T-34 était techniquement supérieur à la plupart des adversaires, pourtant l'armée rouge subit d'énormes pertes de chars et reculait. La raison n'était pas la mauvaise qualité du char, mais plutôt le manque d'expérience et la confusion organisationnelle catastrophique du côté soviétique. Beaucoup de T-34 furent perdus avant même le combat. Ils tombaient en panne de carburant pendant les déplacements ou étaient abandonnés pour panne, car il ne restait pas de temps pour leur réparation. Certains équipages étaient si mal entraînés qu'ils endommagèrent leurs nouveaux chars par un entretien non professionnel. Manquait aussi la coordination avec les autres composantes. Les attaques de chars isolés sans soutien d'infanterie et d'artillerie finissaient souvent en fiasco, même quand y participaient d'excellents T-34. Les Allemands apprirent de plus à utiliser leurs points forts. Ils savaient qu'en combat direct 1 contre 1, le T-34 pouvait facilement détruire leurs Panzer 3 ou 4. Ils s'efforcèrent donc d'éviter de tels duels tant qu'ils n'avaient pas l'avantage. En pratique, cela signifiait que les unités allemandes appliquaient la tactique « frappe et fuit ». Au lieu d'affrontements frontal avec les T-34, elles préféraient les éviter et contourner les secteurs dangereux, se concentraient sur les flancs plus faiblement défendus des formations soviétiques et appelaient à l'aide les canons anti-chars. Beaucoup de T-34 tombèrent ainsi, non pas dans des duels avec des chars allemands, mais sous le feu de canons anti-chars bien camouflés ou dans des champs de mines. Les statistiques du front de l'Est indiquent que jusqu'à 3/4 de toutes les pertes de chars furent causées par l'artillerie et les mines ennemies, non par d'autres chars. C'est un fait important. Les fameux combats chars contre chars étaient plutôt l'exception, tandis que le principal prédateur des blindés était en réalité l'artillerie anti-chars. Néanmoins, des affrontements d'as de chars eurent lieu et les T-34 y laissèrent une forte impression. Dans la première année de guerre, certains commandants soviétiques avec des T-34 enregistrèrent des succès remarquables. Par exemple, Dmitri Lavrinenko, jeune commandant de T-34, réussit en seulement 3 mois de combat à l'automne 1941 à détruire 52 chars ennemis avant de tomber lui-même. Il devint ainsi l'as de chars, allié le plus réussi de la Seconde Guerre mondiale. Cela témoigne non seulement de ses capacités, mais aussi du potentiel du T-34 entre les mains d'un équipage déterminé. D'autre part, les vétérans allemands savaient bientôt que s'ils apercevaient à l'horizon une silhouette avec la tourelle arrondie caractéristique et le blindage frontal biseauté, un combat difficile les attendait. D'ailleurs, les Allemands s'efforçaient d'utiliser chaque avantage. Ils engageaient même des T-34 capturés, chaque fois que c'était possible. Les machines capturées, ils les désignaient comme Panzerkampfwagen 747 R, et après les avoir équipés de postes radio et viseurs allemands, ils les intégraient dans leurs unités. En 1943, par exemple, naquit une compagnie autonome de chars, T-34, dans la division d'élite SS Das Reich, composée de dizaines d'exemplaires capturés réparés dans l'usine de tracteurs de Kharkov. Certains commandants allemands enregistrèrent de même sur ces Böttpanzern, chars de butin, des dizaines de victoires et devinrent des as de chars. Par exemple, le lieutenant Emil Seibold atteignit dans son T-34 capturé au total 23 victoires sur des chars alliés et jusqu'à la fin de la guerre accumula au total 69 victoires dans toutes les machines. Cela aussi prouve les qualités de cette machine. Elle était si bonne que même l'ennemi pouvait l'utiliser efficacement s'il l'avait entre les mains. L'Allemagne, cependant, ne resta pas inactive et préparait la réponse. Outre les mesures tactiques, comme l'engagement de canons anti-aériens de 88 mm dans le rôle anti-char,
Ceci était pratiquement la seule arme qui pouvait percer à grande distance le blindage frontal du T-34. Les Allemands décidèrent de moderniser aussi leurs chars. Dès l'année 1942, apparurent des versions améliorées du Panzer IV avec un long canon de 75 mm, Kaubrücke 40. Ces armes étaient déjà dangereuses. Elles pouvaient percer le T-34 même à moyenne distance, surtout en touchant les parties moins inclinées du blindage frontal ou la tourelle. Les Panzer IV modernisés, versions F2, G et H, compensèrent ainsi dans une certaine mesure le handicap technique et devinrent des adversaires redoutables. Pendant ce temps, les Panzer III plus légers se retiraient progressivement de la première ligne, ou étaient réarmés à d'autres fins, car contre les 34, ils ne suffisaient plus. À la fin de 1942, les Allemands engagèrent pour la première fois le char lourd Tigre. Cette bête d'acier avec un canon de 88 mm et un blindage épais jusqu'à 100 mm représentait un défi entièrement nouveau. Par exemple, en été 1943, un Tiger près de Koursk réussit à arrêter toute une attaque de chars soviétiques. Le lieutenant SS Franz Staudinger détruisit alors avec son Tigre 22 T-34 attaquants en un seul après-midi sans être mis hors de combat. De telles histoires choquèrent le côté soviétique et confirmèrent combien le Tiger était dangereux. Le Tiger fut construit partiellement justement comme réaction au T-34 et au KV. Il devait avoir un armement assez puissant pour détruire le T-34 à grande distance et un blindage qui résiste aux canons soviétiques de 76 mm. Quand les premiers Tigres apparurent, fin 1942 près de Leningrad, et ensuite en plus grand nombre en 1943 sur le front de l'Est, la différence fut sensible. Soudain se dressait contre les T-34 soviétiques une forteresse presque impénétrable. Si les T-34 heurtaient frontalement un Tiger, leurs obus rebondissaient généralement sur le blindage épais, tandis que les Tigres pouvaient tirer comme des tireurs d'élite et détruire les T-34 d'une distance où les T-34 eux-mêmes ne portaient si pas. Il ne restait aux tankistes soviétiques qu'à improviser dans le combat contre les Tigres. Ils commencèrent à encercler les Tigres et à les attaquer en meute. Au minimum 3 ou 4 T-34 attaquaient de manière coordonnée un Tiger. De face, ils attiraient son attention, et des côtés ou de l'arrière, ils essayaient de le toucher au point faible. C'était une tactique dangereuse qui menait à de grandes pertes. On disait que 3 T-34 tombaient pour qu'un quatrième puisse achever le Tiger par l'arrière. Pourtant, il n'y avait pas d'autre possibilité et les Soviétiques montreraient la volonté d'engager même la vie des équipages, pourvu qu'ils arrêtent le redoutable Tiger. La confrontation culminante vint en été 1943 pendant la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de tous les temps. Les Allemands y engagèrent outre les Tigres, éprouvaient aussi une autre nouveauté. Le char moyen Panzer, 5 Panther. Et justement, le Panther était l'enfant direct du choc du T-34. Les constructeurs allemands y incarnèrent les meilleurs éléments qu'ils avaient vus chez le char soviétique. Le Panther avait un blindage frontal fortement incliné, semblable au T-34, mais encore plus épais, environ 80 mm. Un canon puissant de calibre 75 mm avec un long tube, qui par le tir avec des munitions sous-calibrées pouvait percer les blindages même à des distances extrêmes, et en même temps conservait une mobilité solide. Sur le papier, le Panther était peut-être le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Il combinait les propriétés qui, chez le T-34 précoce, suscitaient un tel émoi, mais à un niveau supérieur. Heureusement pour les Soviétiques, ce félin avait aussi ses défauts. Lors de l'engagement prématuré à Koursk, les Panthers souffrirent de pannes fréquentes. Beaucoup abandonnèrent le combat avant même d'entrer en contact avec l'ennemi. Pendant les premiers jours de l'opération Citadelle, attaque allemande à Koursk, il ne resta d'environ 200 Panthers engagés après le premier jour de combat que environ 40 pleinement opérationnels. Les autres durent temporairement se retirer à cause de pannes, de surchauffe des moteurs ou même d'incendies dans l'espace moteur. Plusieurs brûlèrent paradoxalement avant d'avoir pu tirer un seul coup à cause de défauts de construction. Néanmoins, les Panthers qui restèrent opérationnels représentaient une menace mortelle. Leurs canons détruisaient les T-34 à distance et le blindage les protégeait de la plupart des armes soviétiques. À Koursk se déroula ainsi un combat dramatique. D'un côté, les T-34 éprouvés
dont les Soviétiques rassemblèrent une énorme quantité. De l'autre côté, les Tigres et Panthers allemands modernes, avec de petits nombres, mais d'excellents paramètres. Dans l'affrontement le plus célèbre près du village de Prokhorovka, le 12 juillet 1943, les corps blindés soviétiques foncèrent directement dans les lignes allemandes déployées. Un enfer sur terre s'engagea. Les chars combattirent souvent à des dizaines de mètres, se mélangèrent entre eux. Les T-34 s'efforçaient d'arriver au plus près des Tigres pour éliminer l'avantage de leur longue portée. Certains équipages soviétiques choisirent des moyens extrêmes et dans la bataille furieuse, éperonnèrent même les chars ennemis. Un T-34 lancé pouvait brièvement devenir un projectile et par l'impact mettre hors de combat même une machine beaucoup plus lourde. Il existe des témoignages de cas où un T-34 perça le blindage latéral d'un Panther par impact, ou où un Tiger fut paralysé par collision avec un T-34 qui perdit cependant elle-même ses chenilles ou son moteur. C'étaient des actes désespérés, mais ils illustrent l'engagement avec lequel les Soviétiques combattaient pour arrêter l'avance allemande. L'affrontement à Prokhorovka coûta à l'armée rouge d'énormes pertes. En un seul jour de combat, elle perdit plusieurs centaines de chars, principalement justement des T-34. Les unités d'élite allemandes subirent aussi des pertes sensibles et surtout ne réussirent pas à percer la défense soviétique. Leur victoire tactique en nombre de chars détruits se changea en défaite stratégique, car l'avance de la Panzerwaffe s'enlisa définitivement. Les 34 payèrent de leur sang, mais accomplirent leur tâche. Ils arrêtèrent l'attaque allemande. Le résultat de la bataille de Koursk est connu. L'offensive allemande échoua. Pourtant, l'armée rouge paya un prix élevé, surtout en chars. Des milliers de T-34 restèrent sur le champ de bataille comme épaves en flammes. La supériorité technique des Tigres et Panthers se fit sentir et les pertes soviétiques furent plusieurs fois supérieures aux allemandes. Mais tandis que les Allemands commençaient à manquer de leurs meilleures nouvelles machines et équipages expérimentés, les Soviétiques avaient encore assez de réserves. De plus, ils obtinrent l'initiative stratégique. Après Koursk, l'armée allemande passa définitivement à la défensive et l'armée rouge dictait le tempo des combats. Il était cependant évident que pour maintenir la supériorité, il fallait améliorer le T-34, sinon les pertes de l'année suivante seraient insupportables. La bataille de Koursk montra clairement que le T-34/76 original butait déjà sur ses limites dans le combat avec les chars allemands les plus récents. Les constructeurs soviétiques achevèrent donc en urgence le développement d'une variante modernisée. Fin 1943 apparut sur les chaînes de production le T-34-85, version améliorée, armée d'un canon de calibre 85 mm et équipée d'une nouvelle tourelle à 3 places. Cette modification augmenta fondamentalement les chances des tankistes soviétiques dans le combat suivant. Le canon ZSS-53 de calibre 85 mm, repris partiellement des canons anti-aériens, avait une plus longue portée et une plus grande capacité de pénétration que l'arme précédente de 76 mm. Soudain, les chars moyens soviétiques pouvaient toucher les Tigres ou Panthers, même de face à plus grande distance. Surtout en utilisant des munitions sous-calibrées, le projectile de 85 mm pouvait menacer les parois latérales du Tiger et la paroi frontale de la tourelle du Panther. Bien sûr, le blindage frontal du Tiger II, dit Königstiger ou Tigre royal, restait pour le canon de 85 mm pratiquement impénétrable à distance, mais même celui-ci pouvait être contourné et touché par le flanc. Ce qui était peut-être encore plus important, la nouvelle tourelle du T-34-85 avait enfin la place pour un équipage à 3 hommes, commandant, tireur, chargeur. Le commandant du char pouvait ainsi se concentrer pleinement sur la conduite du combat et le commandement de la section, tandis qu'auparavant, il devait encore viser et tirer lui-même. Grâce à cela, s'améliora la coordination et l'efficacité du T-34 sur le champ de bataille. La machine modernisée arriva juste à temps. En 1944, l'armée rouge lança de grandes offensives, libéra progressivement l'Ukraine, la Biélorussie et les républiques baltes, et pénétra vers les frontières polonaises et roumaines. Les unités blindées allemandes représentaient certes encore un adversaire fort, mais la situation s'inversa. Maintenant, c'était l'Allemagne qui souffrait du manque de chars. Après les pertes à Koursk et dans les batailles défensives suivantes,
l'armée d'Hitler ne réussit plus à reconstituer les effectifs de blindés aux nombres originaux. Elle produisait certes des machines qualitativement excellentes, les Tigres se multiplièrent, la production en série des Panthers se mit en route. Entra en service aussi le Tiger II lourd, Tigre royal, avec un blindage incroyablement épais. Mais ces nouveaux chars étaient trop peu nombreux pour trop de menaces. L'Union soviétique, au contraire, réussit grâce à l'évacuation des usines, loin derrière l'Oural, et à la mobilisation de toutes les ressources à produire des chars en quantité toujours croissante. Sur les chaînes de montage travaillaient maintenant jour et nuit des dizaines de milliers de personnes, souvent des femmes, des jeunes gens et des ouvriers âgés, qui remplaçaient les hommes appelés au front. L'industrie d'armement soviétique fonctionnait à un rythme inhumain. Les équipes de travail duraient souvent 18 heures, et les usines tournaient sans arrêt, bien que les ouvriers souffrissent du froid et du manque de nourriture. Chaque T-34 produit représentait ainsi non seulement un morceau d'acier et de technique, mais aussi un énorme effort et des sacrifices de l'arrière. Se révéla maintenant l'un des avantages décisifs de la philosophie constructive soviétique: simplicité et production de masse. Le T-34 était conçu pour pouvoir être produit rapidement et en énorme quantité. Pendant la guerre, les processus de production se simplifièrent encore. Par exemple, la tourelle originalement de forme complexe fut remplacée par une tourelle technologiquement simple coulée. Les petites pièces diminuèrent, la soudure fut grossie au profit de la rapidité. Le résultat fut que la production d'un char T-34 prit en 1941 environ 9000 heures hommes, mais en 1943 seulement environ 3700 heures. Les coûts là tombèrent à une fraction du montant original. Tandis que dans les premiers mois de guerre, un T-34 coûtait environ 270 000 roubles, fin 1943, c'était seulement environ 135 000 roubles. En conversion aux monnaies de l'époque, le char moyen soviétique était plusieurs fois moins cher qu'un Panther ou Tiger allemand. Pour se représenter, le Tiger un lourd coûtait environ 250 000 marks du Reich et le Tiger de plus de 300 000 marks, ce qui étaient des sommes astronomiques. Pour cela, les Soviétiques auraient acquis plusieurs T-34. Le commandement allemand, à cause du prix élevé et des ressources limitées, considérait comme inacceptable de laisser un Tiger détruit sur le champ de bataille, même s'il n'en restait qu'un squelette sans tourelle. Les équipes de réparation allemandes rapportèrent des cas où un Tiger fut réparé sur le front de l'Est 10 fois ou plus. Chaque fois qu'il était mis hors de combat ou endommagé, les Allemands le remorquaient péniblement et le remettaient en état, car perdre une machine si chère était impensable. Au contraire, les Soviétiques pouvaient se permettre le luxe de laisser simplement un T-34 brûlé ou gravement endommagé sur le terrain, et au lieu d'une réparation exigeante, fournir simplement au front un nouvel exemplaire de l'usine. L'économie et les capacités de production jouèrent ainsi un rôle crucial dans la raison pour laquelle le T-34 domina finalement. La guerre matérielle tourna en faveur du char plus simple, moins cher, qui était partout en abondance. D'énormes différences se trouvent aussi dans les nombres mêmes de chars produits. Les usines soviétiques crachaient des milliers de T-34 par an. Par exemple, en 1942, elles livrèrent à l'armée plus de 12 500 de ces chars. En 1943, même plus de 15 700 exemplaires, ce qui n'avait pas d'équivalent. Dans les situations critiques, les chars des usines s'engageaient dans le combat immédiatement après l'achèvement de la production. Par exemple, pendant la bataille de Stalingrad en 1942, de nouveaux T-34 sortirent des portes de l'usine de tracteurs locale, directement sur le champ de bataille, souvent avec des modifications minimales, et leurs équipages étaient uniformés d'ouvriers armés à la hâte. Jusqu'à la fin de la guerre, 1945, l'Union soviétique produisit approximativement 55 000 chars, T-34 de toutes variantes. C'est un chiffre énorme en comparaison avec la production de l'Allemagne nazie. Par exemple, des Panthers modernes, il n'en acquit qu'environ 6 000 pendant toute la guerre. Des Tiger, un peu plus de 1300, et des Tiger, de moins de 500 exemplaires. Les Soviétiques avaient en plus à disposition les chars livrés par les alliés occidentaux, par exemple les M4 Sherman américains ou les Valentines britanniques. Ceux-ci, cependant, ne convenaient pas à la force de frappe principale. Soit ils avaient des canons plus faibles, soit un blindage plus mince.
Ils étaient certes plus confortables et fiables, mais dans les affrontements directs avec les chars lourds allemands, ils auraient résisté encore plus mal que les T-34. C'est pourquoi aussi le 34 éprouvé resta l'épine dorsale de l'armement. Déjà, cette simple statistique explique pourquoi finalement le T-34 vainquit sur chaque char allemand de pointe correspondait sur le champ de bataille des dizaines de T, comme les soldats soviétiques désignaient familièrement leur T-34 bien-aimé. Comme l'armée rouge progressait vers l'ouest, les conditions de front soulignaient elles-mêmes les avantages du T-34. Dans les énormes distances des plaines russes et des steppes ukrainiennes, dans la mer de boue et de neige, partout là, il fallait une machine robuste qui ne se bloque pas au premier obstacle et dont l'entretien est simple. C'est exactement ce que remplissait le T-34. Au contraire, les Allemands en retraite devaient souvent détruire leurs chars lourds en panne pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Ils n'avaient pas la capacité de les remorquer des centaines de kilomètres en arrière vers les ateliers. Les Soviétiques profitaient aussi de l'unité de l'armement. Les T-34 formaient l'épine dorsale des troupes blindées, si bien que l'approvisionnement en pièces de rechange, munitions et carburant pouvait être relativement facile et unifié. Les unités allemandes avaient un mélange bigarré de différents types. À côté des Tigres et Panthers modernes, servaient encore les Panzer IV plus anciens et les canons d'assaut Stug 3, plus une quantité de véhicules capturés. Pour l'approvisionnement, un cauchemar. Pour les Soviétiques, un avantage de simplicité. La version moderne, T-34-85, fit ses preuves dans les combats. Par exemple, en été 1944, pendant l'opération Lavov-Sandomierz, les unités blindées soviétiques heurtèrent les premiers chars Tiger, deux engagés, Tigres royaux. C'étaient les chars allemands les plus puissants, avec un énorme canon de 88 mm de nouvelle génération et un blindage épais jusqu'à 180 mm sur le front de la tourelle. Sur le papier, le T-34-85 n'avait aucune chance contre le Tiger II en affrontement frontal. Pourtant, justement près du village polonais d'Oglendów, en août 1944, se déroula un incident qui entra dans l'histoire. Un groupe de T-34-85 soviétiques tendit là dans la forêt un piège à 3 Tiger, 2 qui avançaient du 501e bataillon de chars lourds. Les soviétiques laissèrent les Tigres s'approcher et ouvrirent alors le feu depuis l'embuscade sur leurs flancs. 2 chars allemands lourds s'enflammèrent après des coups dans les parties latérales. Le 3e essaya de reculer et se tira sur une chenille. Ensuite, les T-34 l'achevèrent. En quelques minutes, tous les 3 Tigres royaux, redoutés, furent détruits ou mis hors de combat. Il se révéla que même le meilleur char peut succomber s'il est surpris en position faible. Cet événement choqua les Allemands. Ils perdirent ainsi plusieurs de leurs machines les plus récentes. Ils commencèrent même à changer la façon de stocker les munitions à l'intérieur des Tigers II, car chez 2 machines détruites à Oglendów, il y eut explosion des projectiles stockés après impact. L'histoire d'Oglendów montra ainsi symboliquement que le T-34-85 peut se débrouiller même avec le char allemand le plus grand et le plus cher, quand il utilise une tactique appropriée et le moment de surprise. L'année 1944 et le début de 1945 signifièrent pour le T-34 une série de triomphes. L'offensive soviétique Bagration détruisit tout le groupe d'armées allemands centre et l'armée rouge déferla par la Pologne et la Roumanie vers l'avant. À sa pointe, roulaient des masses de chars T-34-85, complétés par des chars lourds IS-2. Ceux-ci portèrent même des canons de 122 mm pour le combat contre les forteresses et les Tigres. Les vétérans allemands se souvenaient qu'à la fin de la guerre, le champ de bataille ressemblait à un flux incessant de chars soviétiques. Même s'ils en détruisaient un, à sa place apparaissaient bientôt 2 autres. Quand en janvier 1945, les Soviétiques percèrent jusqu'à l'Oder et en avril lancèrent l'attaque sur Berlin lui-même, ne se dressaient dit contre eux que les derniers restes désespérés des blindés allemands. Quelques dizaines de Panthers et Tigres, dispersés parmi des unités improvisées, ne pouvaient arrêter des centaines de T-34 progressant dans les faubourgs de Berlin. Le char numéro 100 de la première armée blindée de la garde perça même le premier par la porte dans l'enceinte du Reichstag berlinois, bâtiment au-dessus duquel les soldats soviétiques hissèrent ensuite le drapeau rouge de la victoire. Ce char était bien sûr un T-34-85.
Symboliquement ainsi, le T-34 mena littéralement son combat jusqu'au cœur de l'empire ennemi et contribua à briser l'épine dorsale des troupes blindées nazies. À la fin de la guerre, il se révéla que le T-34 avait réellement réussi à vaincre chaque char allemand, bien que pas toujours en duel direct 1 contre 1. Les Panthers et Tigres allemands vaincus étaient des machines techniquement imposantes, mais ne suffisaient pas à faire face à la supériorité écrasante des chars T-34 moyens, soutenus par un énorme arrière industriel et une stratégie d'engagement réfléchie. Quand nous réfléchissons à ce en quoi résidait la clé principale du succès du T-34, nous pouvons dire simplicité, fiabilité, équilibre des propriétés et production de masse. Les Soviétiques misèrent sur un char qui était assez bon dans tous les aspects principaux et pouvait être produit en quantité gigantesque, et ce pari se révéla payant, simplement parce que dans la guerre d'usure, finalement la quantité acquit sa propre qualité. L'Union soviétique ne pouvait pendant la guerre produire d'autres chars principales, et l'armée rouge ne pouvait combattre avec une autre arme de base. De 1941 au dernier jour du conflit, coulèrent donc vers le front de nouveaux et nouveaux T-34. On dit souvent que le temps travaillait pour les Soviétiques, et pour les chars, cela s'appliquait sans reste. Plus la guerre durait, plus l'avantage commençait à pencher du côté du T-34 et de ses machines sœurs. Au début, ils étaient peu nombreux et les équipages n'étaient pas assez entraînés. Mais avec chaque mois, l'armée rouge se renforçait et la production croissait. Au cours de 1942, les T-34 devinrent l'épine dorsale des armées blindées, nouvellement formées. En 1943, leur flux inonda littéralement le front de l'Est. Le temps s'écoulait inexorablement et le modèle plus ancien, T-34/76, vieillissait certes, mais il n'y avait personne pour le remplacer. C'est pourquoi il continua d'être produit dans la version modernisée T-34-85 jusqu'à la fin de la guerre. Bien qu'au printemps 1945, ce ne soit plus ce jeune fauve qui surpassait en performance n'importe quel char ennemi, il avait encore un potentiel de combat suffisant pour accomplir les tâches principales des unités blindées. Il devint un moyen fort, exactement ce qui était nécessaire pour les conditions cruelles du front de l'Est. Globalement, ainsi le T-34 vainquit, non pas dans chaque duel individuel, mais comme concept, char massivement engagé et fiable, qui assura à l'armée rouge une force blindée omniprésente. Les Panthers et Tigres allemands, à la fin de la guerre, effrayaient certes les équipages, mais ne réussirent pas à changer le résultat global. La principale qualité du T-34 résidait dans le fait que c'était « notre char », comme disaient les soldats soviétiques, créé selon nos conditions et besoins, adapté au mieux à la réalité de la Grande Guerre patriotique. Simplicité et production de masse vainquirent le sombre génie allemand. La Seconde Guerre mondiale se termina, sur les décombres de Berlin, on célébrait la victoire et les chars T-34 devinrent le symbole de cette défaite épocale du nazisme. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, pour beaucoup d'entre eux, ce ne fut que le début d'un long service. Le T-34 se répandit grâce à sa réputation et ses qualités pratiques dans des dizaines de pays du monde. Dans les années d'après-guerre, il fut engagé dans une série de conflits. Il combattit dans la guerre de Corée du côté de la Corée du Nord. Là, sa version T-34-85 se révéla initialement très dangereuse contre les unités sud-coréennes et américaines. Avant que les Alliés n'engagent des chars plus lourds, il participa aux guerres du Proche-Orient. Encore dans la guerre des 6 jours, 1967, plusieurs T-34 combattirent du côté des armées arabes, apparus en Afrique et en Europe. Encore dans les années 50 et 60, le T-34, surtout la version T-34-85, appartenait à l'armement de nombreuses armées, y compris tchécoslovaques. Même à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle, apparurent sporadiquement des T-34 dans des conflits locaux, car certains États les avaient longtemps dans des entrepôts comme technique de réserve. C'est un témoignage incroyable de la viabilité d'une construction vieille de 70 ans. Bien plus fondamental que les combats eux-mêmes fut cependant l'héritage symbolique et technique du T-34. Ce char devint une légende autour de laquelle naquit presque le mythe du char de la victoire. Dans de nombreuses villes de l'ancienne Union soviétique et dans les pays du bloc de l'Est, des T-34 furent, après la guerre, érigés sur des socles comme monuments de libération.
Par exemple, à Prague se dressait le célèbre char numéro 23, peint en rose à Smíchov, comme rappel de la fin de la guerre. Il était originellement bien sûr vert, mais dans les années 90, un artiste le repeint de manière controversée en rose pour provoquer un débat sur l'interprétation de l'histoire. De semblables monuments rappellent aujourd'hui aux générations ce que signifiait le T-34, symbole de détermination à vaincre le mal du nazisme à tout prix, génie technique dans la simplicité, et aussi sacrifice de millions de soldats qui servirent dans la guerre. D'un point de vue purement militaire, le T-34 montra au monde plusieurs leçons précieuses. L'une d'elles est que l'équilibre et la production de masse peuvent l'emporter sur la technologie de pointe, mais étroitement spécialisée. L'approche allemande dans la phase tardive de la guerre misait sur des chars toujours plus parfaits, plus grands et complexes, mais ceux-ci prenaient trop de ressources et étaient peu nombreux. Au contraire, les soviétiques avec le T-34 réussirent à couvrir le champ de bataille d'un char universel en grand nombre. L'adage classique attribué à Staline dit « La quantité est une qualité en soi », et le T-34 l'accomplit parfaitement. Cela ne signifie pas que la qualité n'était pas importante. Le T-34 était de qualité, mais seulement autant qu'il le fallait pour atteindre la supériorité. Au lieu de courir après la perfection d'une machine, les soviétiques préférèrent produire un type fonctionnel et éprouvé en grand nombre. Cette stratégie porta ses fruits dans l'économie de guerre, où il s'agissait principalement de tempo et volume de production. Dans la construction de chars, le T-34 laissa une trace claire. Ces innovations, comme par exemple le blindage incliné, influencèrent tous les projets de chars d'après-guerre. Les chars américains, britanniques et autres chars soviétiques de génération suivante, par exemple T-44, T-54/55, reprirent de nombreux éléments du concept T-34. On peut dire que le T-34 fut l'un des premiers chars de bataille principaux, c'est-à-dire char universel, capable de remplir différents rôles, tendance qui devint ensuite standard dans la période d'après-guerre. Tandis que pendant la guerre, les chars se divisaient en légers, moyens et lourds, on passa progressivement à une catégorie unifiée où se marient la puissance de feu, la mobilité et la résistance. Et le germe de cette philosophie était justement dans le T-34. Un profane pourrait penser qu'un char des années 40 ne doit plus appartenir qu'à la ferraille, mais le contraire est vrai. De nombreux exemplaires de T-34 sont encore aujourd'hui en état de marche et participent à des défilés militaires, commémoratifs ou des démonstrations. Encore dans les années 90, des T-34 étaient officiellement dans l'armement de plusieurs petites armées, et aujourd'hui encore, nous les trouvons dans des musées du monde entier en état de fonctionnement. Cela aussi témoigne de la solidité et de la qualité de cette machine légendaire. Il n'est donc pas étonnant que l'héritage du T-34 fasse l'objet de discussions passionnées encore aujourd'hui. Pour beaucoup, il est symbole d'héroïsme et de libération, pour d'autres rappels de la domination soviétique d'après-guerre en Europe de l'Est. Quoi qu'il en soit, le légendaire T-34 continue de fasciner historiens et grand public. Il apparaît dans toute une série de films, documentaires, livres et même dans des jeux informatiques populaires, où il livre encore des batailles virtuelles. Il devint partie de l'histoire militaire mondiale et de la culture, semblablement au Spitfire ou à la Kalachnikov, et son histoire est transmise aux générations suivantes d'amateurs de chars. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis longtemps et le char de la victoire pourrait n'être qu'une rareté de musée poussiéreuse. Aujourd'hui, il appartient déjà aux musées et manuels. Pourtant, il continue de nous enseigner combien est importante la combinaison de stratégie et technologie correcte. Il s'inscrivit à jamais dans l'histoire militaire comme symbole de victoire et d'ingéniosité. Je vous remercie d'avoir suivi ce voyage dans l'histoire jusqu'au bout. Si l'histoire du char T-34 vous a intéressé, je serai content si vous mettez un like à cette vidéo et la partagez avec d'autres qui pourraient être intéressés. Je me réjouis de vous retrouver pour un autre récit de l'histoire. Au revoir.